Bonsoir à tous, vous êtes sur la radio Passion Culturelle. L'émission, c'est l'esprit politique. Comme vous le savez, une fois par mois, nous recevons donc une personnalité politique, voilà, au niveau international, du monde entier. Et pour ce jour, donc, nous sommes avec Madame Marie-Michel Sylvie Rameau. Elle est originaire d'Haïti. Elle est, je crois, conseillère municipale. Elle est élue en Haïti, de la ville des Cayes. N'est-ce pas? Est-ce que je me trompe, Madame? Oui, bonsoir à tous. Bonsoir aux auditeurs de Esprit Politique et bonsoir à tous les auditeurs de Radio Passion Culturelle. Je suis Marie-Michel Sylvie Rameau, présidente de la commission municipale des CAI. Généralement, on nous appelle maire ou bien créole magistrat, mais on est présidente de la commission municipale des CAI. Ok. Alors, les CAI, c'est Haïti, département du Sud. Alors, on va vous demander comment se portent vos administrés. Eh bien, comment se porte ma ville? Eh bien, la ville est en train de se relever, mais lentement, péniblement, puisque le 14 août dernier, nous avons été frappés par un séisme sur l'échelle de Richter, c'était 7,2. Donc, ça nous a fortement frappés. Les Cayes, pour une bonne partie, c'est une ancienne une ville fondée depuis 1503. Et il y a beaucoup d'anciennes maisons et les anciennes maisons, en grande partie, n'ont pas résisté. Mais les nouvelles constructions qui respectent les normes parasismiques ont pu résister. Mon bureau a résisté, ma maison a résisté, il y a beaucoup de maisons qui ont résisté, mais les anciennes maisons, les églises, les écoles, eh bien, tout ça ont été détruits. Donc, beaucoup d'églises, beaucoup d'écoles et beaucoup de maisons privées. Et il y a des petites maisons aussi, puisqu'il y a des zones à risque et des maisons et des personnes vulnérables qui habitent des petites maisons où les normes de construction ne sont pas respectées, les constructions anarchiques, donc qui n'ont pas résisté également. C'est pourquoi on avait beaucoup de personnes dans les rues, beaucoup de personnes sous les tentes qui cherchaient un abri, parce que les maisons, généralement en béton, parce que c'est une zone qui est frappée chaque année, presque, si on peut dire, par les cyclones et par les inondations également. Donc, c'est donc des maisons en béton que nous construisons. Et c'est à cause de ce béton, des constructions qui n'ont pas respecté les normes, qu'on a eu beaucoup de cas de blessés et de décès, plus de 6 000 blessés. Et pour le département, on a eu plus de 2 000 morts. Donc, nous avons de la peine à nous relever parce que 2 jours après le passage du séisme, on a eu une tempête tropicale. 2 jours après, il a beaucoup plu. On est resté sous la pluie. Donc, heureusement que les gens sont résilients, qu'on n'est pas tombé malade, heureusement. Donc, on a pu résister à la pluie, à l'eau, etc. Il n'y a pas eu d'inondation, mais il a beaucoup plu. Il y a eu beaucoup de vent, on savait réellement où se mettre, tout le monde était aux abois. Donc, c'était une panique généralisée, puisque de temps à autre, il y a eu des répliques, il y a des répliques de temps à autre, eh bien, on a toujours peur, envie de courir, on ne sait où se mettre. Donc, c'est une panique vraiment. Mais on commence à se relever, puisque certaines institutions ont commencé à aider dans la reconstruction des écoles, parce que les écoles devraient ouvrir leurs portes en septembre. Et c'est à 3 semaines de l'ouverture des classes qu'on a eu le séisme. Donc, on avait retardé pour octobre et les écoles travaillent et sur un plan de roulement. Okay? Tous les 2 jours, il y a un groupe qui vient parce qu'on n'a pas suffisamment de salles pour accueillir tout le monde pour les écoles qui ont été détruites. Donc, on a commencé la reconstruction avec les écoles. Mais pour les églises, on n'a pas encore fait. Mais pour les résidences, les maisons privées, donc chacun s'arrange comme il peut pour reconstruire une pièce ou 2 pièces pour pouvoir rentrer et continuer à vivre. Mais les magasins ont recommencé à fonctionner, les banques, les magasins et tout ça. Alors, les églises fonctionnent, mais c'est sous des tentes, de grandes tentes, on reçoit les gens pour les cérémonies religieuses. Voilà. Donc, la ville, comme je vous dis, là, a à peine à se relever par rapport à la situation économique. Mais nous espérons quand même que nous allons nous relever parce que nous avons pas mal de choses à offrir sur le plan économique. Vous savez qu'on a la qualité du vétiver que l'on cultive dans le sud d'Haïti et c'est seulement dans le sud de notre département qu'on cultive un vétiver qui fournit une huile de qualité qui est très recherchée en France où il y a toute une ligne de parfums
qui porte le nom de l'industriel Okaï qui s'appelle Pierre Léger. Donc, le vétiver, c'est une industrie qui fait son chemin dans le sud d'Haïti, qui aide beaucoup les agriculteurs et qui aide beaucoup de personnes à gagner leur vie, soit en cultivant le vétiver, soit en transportant, ou bien soit en travaillant dans les usines. Il y a plusieurs usines de vétiver dans le département du Sud. Et puis, le département, c'est quand même une presqu'île, hein? La mer est quand même là, c'est inexploité. Non seulement la mer pour la pêche, parce que la mer qui nous entoure, c'est une mer très poissonneuse, et c'est la pêche de façon artisanale avec pas de goyage, mais quand même, on ne peut pas aller en haute mer. Les pêcheurs n'ont pas beaucoup de moyens pour aller en haute mer faire la pêche. Donc, tout ça, c'est une industrie à développer. C'est des fonds qu'il nous faut, c'est venir investir dans le domaine de la pêche pour accompagner justement les pêcheurs. Et également, c'est des plages à n'en plus finir. C'est toute une presqu'île. Si vous regardez la côte, c'est plus de 190 km de côte qu'on a dans la presqu'île du Sud à exploiter où on peut avoir des hôtels, des stations balnéaires pour accueillir des touristes qui veulent jouir du soleil et de la mer et de la chaleur. Donc, nous avons de la peine à nous relever, nos possibilités sont là et la cuisine qu'on a dans le Sud, la cuisine bien épicée qu'on a dans le Sud, hein, les poissons, les langoustes, les fruits de mer sont très prisés et sont très bien préparés dans le Sud. Donc, nous avons de la peine, certes, à nous relever par rapport aux constructions, par rapport à la vie économique, par rapport à, disons, il y a eu le système d'irrigation dans le département qui est attaqué, qui est détruit, le système d'irrigation, mais on a encore de l'eau, on a encore les canalisations à refaire pour pouvoir réhabiliter l'agriculture, pour que l'agriculture puisse vraiment servir à aider la population. Alors, pas exactement au CAI, mais dans les communes qui nous entourent, on pratique beaucoup l'élevage. Dans le sud, c'est un deuxième marché national. Nous alimentons la capitale en cabri, en bœuf, en porc et en mouton. Donc, la viande que l'on consomme à Port-au-Prince, en grande partie, ça vient du sud. Tous les jours, c'est beaucoup de camions qui partent avec les bœufs, les cabris, les moutons et les porcs pour aller les revendre à Port-au-Prince. Là, je vous dis qu'on est le deuxième marché national, c'est dans le sud, c'est à proximité des cailles, c'est dans les communes, dans les zones avoisinantes où on pratique beaucoup l'élevage et c'est un travail qui continue et ça continue. Mais vous savez, avec la crise économique et la crise politique qu'on a eue, ça a un petit peu ralenti l'économie, le transport vers Port-au-Prince, vers la capitale, parce qu'il y a eu beaucoup de barrages de routes qui durent des semaines et des semaines. Donc, les marchands, les commerçants ne peuvent pas faire les échanges, aller avec les animaux, aller les vendre et revenir avec l'argent et revenir avec d'autres produits. Donc, c'est ça, comment se porte la vie et les environs. Voilà, je vous ai fait un résumé. Sur le plan scolaire, les écoles, les universités ont recommencé à fonctionner. Et alors, quand nous parlons d'universités et d'écoles qui ont recommencé à fonctionner, là encore, il y a du chemin à parcourir. Parce que on a eu beaucoup d'arrêts sur l'année scolaire, pas sur cette année seulement, depuis plusieurs années. Les 2 années précédentes, c'était le Covid. Avec le confinement, les élèves ne pouvaient pas aller à l'école. Avant, on avait le phénomène Pays Loc, sûrement que vous avez entendu parler, qui avait toujours des manifestations, des crises politiques et tout ça. Et il n'y a pas longtemps, c'était depuis près d'un an, c'est une crise de carburant. Il n'y a pas de carburant, on ne peut pas se déplacer effectivement pour aller à l'école. Là, tout ce qui se passe dans le pays a des répercussions sur l'école. Une crise économique, la répercussion, c'est sur l'école. Le Covid, c'est sur l'école. Le cyclone, le tremblement de terre, tout ce qui se passe a des répercussions sur l'école. Là, il y a un travail à faire, c'est d'appuyer les directeurs d'école, d'appuyer le ministère de l'Éducation pour qu'on puisse vraiment faire l'école à distance. Okay? Les aider à bénéficier de la technologie pour faire l'école à distance, permettre aux enfants de toujours recevoir les cours, les notes et tout ça pour suivre leur programme et avoir une formation à distance. C'est pénible hein, pour des universitaires de passer 6 ans au lieu de passer 4 ans. Donc, parce qu'il y a eu trop de coupures dans les années durant leurs 4 ans d'études. Donc, il y a eu trop de coupures. Donc, ça fait qu'ils sont en train de passer 6 ans à l'université au lieu de passer 4 ans. Là, on cherche à donner un appui. Alors, on lance un appel
si quelqu'un veut aider une école à avoir une salle informatique, ou bien aider une école à avoir une centaine de tablettes pour permettre aux petits Haïtiens, à nos petits frères, à nos petites soeurs de continuer avec leur formation pendant toutes ces périodes de crise, alors ce serait vraiment un grand service à rendre parce qu'on doit se relever, mais c'est avec l'éducation, c'est avec les techniciens, c'est avec les personnes formées. Et ce sont les personnes formées à tous les points de vue qui vont vous donner de bons médecins, de bons politiciens et de bons magistrats, de bons maires et à tous les points de vue, des infirmières et tout ça. Il faut être formé. Donc, un appui à l'éducation, ça paie en retour. Alors, voilà, c'est comme Alors ça donc, et comment la vie se porte. Je crois que bon, je fais un résumé. Voilà. vous êtes à juste titre aux États-Unis. Alors, expliquez-nous, dites-nous actuellement quel est l'objet de ce séjour aux États-Unis. Eh bien, les États-Unis, c'est un pays que nous visitons certes de temps à autre, mais il y a Je crois aussi, que vous y êtes il y a une, actuellement, non? je suis en Vous y êtes? Floride en ce moment. Je suis en Oui. Floride en ce moment. Et la ville des Caraïbes a un jumelage avec la ville de Boynton Beach en Floride. Et depuis plus d'une dizaine d'années, alors j'ai hérité de tout ça, puisque moi je suis là depuis 1 an et demi. Alors c'est une nouvelle fois. Alors si avant de vous parler de tout ça, laissez-moi vous dire que j'étais déjà maire. J'étais adjoint 2004 à 2007 sous le gouvernement de transition Boniface Latortue, 2004-2007. C'était un gouvernement de transition et j'étais nommé. J'étais maire adjoint. Et pour le moment, je suis encore à la mairie, mais comme maire principal. Et j'ai été nommée en juillet, par arrêté présidentiel en juillet 2020. En juillet 2020, donc ça fait 1 an et demi que je suis là, et à la mairie comme maire principale. Mais précédemment, j'étais également membre d'une commission présidentielle qui devait s'occuper du dialogue national interhaïtien. Donc, durant les moments de crise sous le gouvernement de Jovenel Moïse, le président avait monté une commission pour l'aider à baisser les tensions politiques, pour chercher des solutions conjoncturelles et des solutions structurelles, comment trouver des solutions pour établir un dialogue avec les différents protagonistes. Donc, j'étais membre de cette commission présidentielle. Donc, mais à part ça, j'ai toujours travaillé comme professionnel, soit comme cadre dans la compagnie de télécommunications. Avant, c'était Télécommunications d'Haïti SA. Et maintenant, c'est Digicel, c'est Matcom, c'est d'autres institutions. J'ai travaillé comme cadre et ensuite, j'ai fait une carrière dans l'enseignement comme professeur. Jusqu'à l'année dernière, j'étais professeur à l'école de droit et des sciences économiques des CAI comme professeur de communication. C'est ça un peu le parcours, mais pour revenir à la question, c'était Voilà l'objet de votre séjour aux voilà États-Unis. l'objet de séjour aux États-Unis. Voilà, et nous, je vous disais que la ville de Caraïbes est jumelée à Boynton Beach, en Floride, et c'est une ville avec laquelle nous avons des rapports administratifs. Dans le temps, c'est une ville qui avait aidé à la ville de Caraïbes à monter à construire une station pour les sapeurs-pompiers et qui avait également donné la formation à ces sapeurs-pompiers. Et il y a toujours la correspondance et on s'écrit, on se parle, on nous invite à des activités. Eh bien, les 17 et 18 novembre, il y avait Florida International Trade and Cultural Expo. C'est une exposition qui réunissait plusieurs villes sœurs de l'Amérique. Et donc, Haïti également fait partie des villes sœurs. Et voilà, j'ai représenté la ville d'Eka. J'étais là pour participer au nom de la ville d'Eka en tant que maire principal à cette activité où c'était possible de rencontrer beaucoup d'hommes d'affaires pour savoir comment lancer une affaire et comment venir vendre ces produits aux États-Unis. Donc, il y avait pas mal de pays, Costa Rica, le Brésil et autres dans l'Amérique latine, et plusieurs pays ont participé et avaient leur table pour exposer les produits ou bien les services. Donc voilà, pendant 2 jours, j'ai participé à cette activité. Alors, j'ai profité aussi pour rencontrer le maire de Boynton Beach et on a eu plusieurs séances de travail et en ce sens, ça m'a permis d'apprendre, de voir comment ça se passe et comment moi je peux améliorer la gestion de ma ville
soit en matière de protection civile, soit comment ça se passe au niveau des relations entre les institutions, entre la mairie et la police, entre la mairie et la protection civile, le corps des pompiers et les autres autorités. Donc, j'ai pu visiter la station de Boynton Beach pour les sapeurs-pompiers et également le bureau du commissaire de police. Voilà, quand on fait une visite, on apprend. On apprend qui nous permet d'améliorer le service nous autres que nous donnons. Alors, j'ai profité pour consolider les, les rapports entre la ville d'Ekaï et la ville de Boynton Beach. Alors, et concrètement, Voir comment comment est-ce on peut bénéficier de cette collaboration et ouais. pour voir comment on peut amener quelques cadres, venir prendre un peu de formation pour pouvoir améliorer le service. Concrètement, comment cela va se manifester sur le terrain à CAI? Concrètement, comment Ça va se manifester sur le terrain comment, cette collaboration avec la ville de Floride? OK, alors concrètement, comme je vous dis, on avait bénéficié de formation et de construction d'une station pour les pompiers. Donc, ça date de plusieurs années. Donc, pour cette année, donc là, j'essaie de relancer cette coopération et j'ai demandé à ce que des cadres d'accentuer sur les échanges, ou bien c'est les cadres des services au CAE qui viennent pour un temps de formation et d'apprentissage et d'observation, ou bien s'il y a possibilité d'envoyer quelqu'un venir au CAE pour la formation. Mais vu la situation politique, il y a beaucoup de personnes qui hésitent à se rendre en Haïti. Mais laissez-moi vous dire que nous autres, nous sommes au CAE. Les autorités des CAE travaillent de concert et nous travaillons à contenir la situation et à maintenir notre hospitalité. Vous prenez l'avion à Port-au-Prince et vous rentrez directement au CAI sans rentrer à Port-au-Prince. Les groupes armés dont on parle, c'est tout autour de Port-au-Prince. Ce n'est pas dans le sud. On n'a pas de groupe armé dans le sud. On est très calme. On reçoit les touristes, on reçoit tous ceux qui viennent aider et apporter de l'aide, surtout après le séisme. Donc, c'est plus calme. On peut venir au CAI. On prend l'avion à l'étranger qui arrive à Port-au-Prince et on prend un autre avion. On fait la connexion pour arriver jusqu'au CAI. C'est 30 minutes pour vous emmener au CAI. Et là, on est calme et les autorités, franchement, le travail est fait. Donc, avec la police, le commissaire du gouvernement, donc là, on suit vraiment la situation avec tous les services d'État. C'est une petite ville, tout le monde connaît tout le monde, donc les médias, la population, le service d'intelligence de chaque institution, et bien, le commissaire du gouvernement, lui, dès qu'il y a quelque chose, eh bien, il est au travail, il va traquer tout, là où il y a des bandits, il va les traquer. Cette semaine encore, la presse a relaté des faits jusqu'à hier, il a fait des arrestations. À chaque fois qu'il y a des braquages, des vols qui se font au centre-ville, il met son enquête et puis il va arriver jusqu'à vous. Soyez calme. Donc, sur ce point-là, dans le sud, tout est sous contrôle jusqu'à présent. Alors, qu'est-ce qui fait, au-delà de tout cela, qu'est-ce qui fait la spécificité de cette ville? Est-ce que vous pouvez nous décrire, voilà, quel est le monument historique? Historiquement, qu'est-ce qui représente cette ville pour la mémoire collective du peuple haïtien? Et pour la mémoire collective, dans le sud, on retient un site historique qui s'appelle Camp Gérard. C'est dans la plaine des Cailles. C'est Camp Gérard. Alors, ça a marqué la rencontre de Dessalines et de Geffrard, qui a marqué l'alliance de l'Ouest et du Sud. Donc, il y a eu comme des états généraux qui s'étaient faits avant l'indépendance pour permettre au Sud de se rallier au mouvement de l'indépendance. Il y a également un carrefour historique que l'on appelle Carrefour Marche à Terre. Et c'était durant l'occupation américaine. Il y a beaucoup de paysans qui voulaient venir en ville pour manifester et qui ont été attaqués par les Marines et qui ont perdu la vie, plus d'une cinquantaine. Donc, on célèbre chaque année au mois de décembre, on fait un mémorial pour rappeler que les paysans voulaient réclamer leurs droits et qu'ils étaient tombés exactement à cet endroit-là. Mais sur le plan religieux, on a les églises qui sont dans le sud en majorité, on peut dire à presque 50%, c'est des catholiques.
et à presque 50%, c'est des protestants. Et il y a également des loges maçonniques au CAI qui fonctionnent. Et également, bon, le vaudou, exactement, est très pratiqué, mais est moins visible. C'est très pratiqué, mais c'est moins visible. Et si on veut visiter aussi, à partir des CAI, il y a la plage de Gelée, il y a la plage, il y a une autre belle plage qui se trouve à Foucault. Et à partir des CAI, on peut se rendre à Campérin pour visiter la grotte Conobois. C'est à 30 minutes des CAI. Et du côté de Campérin également, on retrouve le pic Macaya. Et à Macaya, il y a des espèces endémiques que l'on retrouve seulement à Macaya. Donc, si quelqu'un s'occupe de la biodiversité, sur les arbres et les oiseaux, justement, il y a des espèces d'oiseaux qui existent seulement sur le pic Macaya sur la planète. Et, pour les arbres, également, il y a des espèces endémiques qui existent seulement à Macaya. C'est sur la planète, c'est spécifique. Donc, c'est un air protégé qu'on a au Fort Macaya. Ça se trouve à environ 30 à 35 minutes d'écart. Et à partir de ces 30 et 35 minutes-là, il faut gravir la montagne pour aller jusque sur le pic Macaya. Et encore sur ce pic Macaya, il y a une chute d'eau qui attire beaucoup de touristes. Il y a une grande chute d'eau qu'on appelle Somachirine. Il y a beaucoup de personnes qui vont là-bas pour aller regarder, passer du temps, admirer et Somachirine. Et à partir des Caraïbes, on peut également se rendre à Port-Salut, c'est à 40 minutes des Caraïbes, la route est bétonnée, asphaltée, où il y a de grands hôtels et une mer et un sable blanc. C'est très agréable, une brise de mer, le soleil. Donc à Port-Salut, c'est un cadre où il y a une vue panoramique au bord de la mer. Et à partir de Port-Salut, on peut arriver jusqu'à Koto, la ville des Koto. C'est à 15 à 20 minutes de Port-Salut pour aller monter les 500 marches. Au sommet d'une montagne, on a érigé pas un temple ou une église, mais c'est un kiosque à la Vierge miraculeuse. Mais pour y arriver, il faut gravir 500 marches. Donc, il y a beaucoup de personnes qui font le pèlerinage pour aller jusque là-bas. Et si vous voulez arriver jusqu'à Fort rapidement, vous allez voir la grotte Marie-Jeanne, qui est une grotte très renommée dans la Caraïbe, qui attire beaucoup de visiteurs. Donc, voilà. Voilà, donc belle description. En même temps, j'aimerais vous demander, est-ce que vous savez qu'il y a une ville au Mali qui s'appelle Kai? Bon, malheureusement, je n'ai pas encore cette information, mais je vais Ah, me chercher. Ce serait intéressant d'avoir un jumelage non. avec une ville qui porte le même nom et Ah oui, à développer la Kai. relation, surtout avec la Kai, technologie. C'est ça. ouais, Kai, c'est une ville au Mali. On dit Kai est une grande ville, une commune de l'ouest du Mali à 495 km au nord-ouest de Bamako, sur les rives du fleuve Sénégal. Elle est la capitale de la première région administrative et chef-lieu du siècle par son nom. Bon, peut-être qu'il y a une heureuse coïncidence, Kai au Mali. Peut-être que vous allez bientôt faire jumelage aussi avec le Mali, peut-être, avec Voilà, la ville de c'est Kai au ça. Mali. Donc, je vais Mhm. quand même chercher les informations parce que durant mon passage, vous savez, j'ai travaillé également avec les Nations Unies. Pendant 10 ans, j'étais officier et là, j'ai rencontré beaucoup d'Africains. Et justement, il y avait des collègues qui venaient du Mali, du Sénégal et du Bénin. Donc, il y avait beaucoup de collègues. Donc, là aussi, je vais explorer et voir si vraiment ça existe et comment on peut faire un jumelage, comment on Oui, peut voir un ça peu plus existe. loin. Et même avec les municipalités aussi, mais aussi avec les mouvements de femmes aussi, comment on fait pour l'émancipation des femmes. Là, je suis très intéressée avec ce genre de mouvement. Je participe beaucoup, j'anime beaucoup de conférences avec les associations de femmes pour les aider à être plus autonomes, à avoir des activités économiques, à mettre en pratique aussi, si je peux dire, une économie solidaire, comment mettre en commun et ce qu'on a pour pouvoir monter des petites entreprises et travailler et développer son autonomie. Parce que la violence violences basées sur le genre, on a beaucoup de cas de violence, beaucoup de cas de viol sur les femmes, surtout parce que vous êtes au chômage et surtout parce qu'on est pauvre. Mais quand on est éduqué, quand on est professionnel, on souffre de moins de violence. Mais quand on est moins éduqué et qu'on n'a pas de travail, qu'on est au chômage, on subit beaucoup plus de violence. Là, je les invite toujours à être plus autonomes, à avoir une formation professionnelle ou technique pour pouvoir être
autonome et, en fait, et faire avancer les choses. Nous sommes quand même 52% en Haïti. En Haïti, nous sommes 52%. Donc, pour bien gérer, il faut compter avec nous, il faut compter avec les femmes. Je tiens à préciser que la ville de Kay au Mali, par contre, s'écrit avec K. En Haïti, c'est avec C. Voilà, bon. Celui du Mali, c'est avec K. Alors, en même temps, j'aimerais vous demander quelles sont vos ambitions donc, pour cette ville de Kay en Haïti. Quelles sont les ambitions pour le futur? Qu'est-ce que vous comptez faire pour Haïti même, et même particulièrement pour cette ville? Donc, durant mon passage, je suis là depuis 1 an et demi, j'ai pu obtenir l'appui de plusieurs institutions pour pouvoir rédiger des documents de base qu'on n'avait pas. Par exemple, un plan de développement qu'on n'avait pas depuis beaucoup d'années. Là, on est en train de finaliser un document qu'on appelle plan de développement de la commune des Cayes, où on a fait le diagnostic de toutes les institutions sur le plan économique, sur le plan social, environnemental, écologique, les risques. On a tout fait, on a tout analysé, on a fait la cartographie. Donc, on n'avait pas ce document avant. Là, c'est un document important qui nous permet de voir, surtout après le séisme, où est-ce que l'on doit reconstruire, comment on doit étendre cette ville. Et la configuration, la configuration du sol, ça nous a montré durant le séisme où il faut construire ou ne pas construire. La ville de Kayes est au-dessous du niveau de la mer avec 2 rivières. Et la ville est bordée par 2 rivières, la rivière Lillet et la Ravine du Sud, et la mer en face. Donc, on ne peut pas faire l'extension de la ville et sur une terre où il y a du sable et de l'eau, il y a une façon de construire, et on peut s'orienter vers le nord de la ville. Donc, à partir de ce plan de développement, à partir de la cartographie qu'on n'avait pas, donc on a ces 2 documents de base qui nous permettent de mieux planifier le futur pour la ville de Kayes. Il y a également le PAEV, c'est plan d'aménagement et d'extension de la ville, que là, c'est un document légal qu'on n'avait pas, qu'on a pu réaliser cette année, que toutes les institutions nous demandent. Dès qu'on vient pour faire un projet, on vous demande où est votre plan de développement, où est votre PAEV. Donc, c'est très important pour nous, ces documents de base que nous avons permis à ce que ces documents puissent exister, puissent voir le jour et rendre service vraiment à la population et rendre service à tous ceux qui veulent construire. Et c'est un acquis pour la ville. Et par rapport au développement de la ville également, il y a la cartographie des risques, la cartographie qui n'était pas encore réalisée. Donc, avec cette cartographie, on a pu voir qu'après le séisme, comment on va construire, dans quelle zone, où. Donc, ça fait 3 documents de base. La cartographie, le PAEV, qui est le plan de développement, le plan d'aménagement du territoire pour la commune des Cayes, et également le PCD, plan communal de développement. On a ces 3 documents-là qui constituent un acquis. Et nous avons un corps d'arrêtés. Nous avons sorti un corps d'arrêtés pendant 1 an, pas mal, près d'une dizaine d'arrêtés pour réglementer la vie de la population, pour réglementer la gestion de la commune. Arrêté sur la gestion des déchets liquides. Là, vraiment, c'était tout un désordre avec les anciennes maisons où il y avait des latrines indigènes. Et maintenant, comment on faisait le traitement, le vidange, le dépotage. Non, ce n'était pas réglementé. Donc là, nous avons sorti un arrêté, nous avons fait la formation également avec d'autres institutions pour la gestion des déchets liquides. Nous sommes en train de préparer un arrêté également pour la gestion des déchets solides. Et en fait, c'est tout un corps de règlement qu'on a mis à jour. On va laisser tout ça. On fait beaucoup de sensibilisation à la radio, à la télévision pour familiariser les gens avec l'urbanisme. Tout ça, c'est lié à l'urbanisme. On ne peut pas vivre dans une ville n'importe comment. C'est vraiment un travail important à faire, puisqu'il y a beaucoup d'exode rural. Il y a beaucoup de personnes qui laissent la zone rurale et viennent habiter en ville. Donc, on a de manière récurrente, on a des catastrophes, des inondations, et on a eu le cyclone Mathieu, ouragan de catégorie 4 en 2016. Et à chaque fois qu'il y a un ouragan, les gens se laissent la campagne, leurs petites maisons qui sont détruites et viennent habiter en ville. Parce qu'en ville, il y a des maisons en béton. Donc, et il y a beaucoup plus de personnes en ville au fur et à mesure. Pendant ces 4 à 5 dernières années, la population a presque doublé et il y a beaucoup de personnes en ville. Et il faut réglementer tout ça. Il faut réglementer l'assainissement.
Il faut bien gérer les déchets en ville. Les gens viennent en ville avec les cabris, les bœufs et tout ça. Il faut réglementer tout ça. La gestion des animaux, les animaux épaves, ils donnent beaucoup de difficultés à la municipalité pour gérer tout ça. Donc voilà, donc nous faisons beaucoup de sensibilisation à la radio, à la télévision pour sensibiliser la population sur la façon de se comporter dans un milieu urbain et comment construire dans le milieu urbain. Et ça crée des problèmes d'espace où la partie historique de la ville est archi-comble parce qu'on a tous les services réunis dans une seule zone, ça crée des embouteillages. Donc, avec le PAEV, le plan d'aménagement et d'extension, ça va nous permettre de décongestionner la ville, justement, et de créer les institutions ailleurs. Donc, on vient en Okaï pour aller au marché, on vient pour tous les services publics. Toutes les communes n'ont pas de banque, on vient au Okaï pour aller à la banque. Donc, c'est une ville où la population se réunit pour beaucoup de raisons, ou bien pour aller à l'université. On a 12 centres universitaires, une vingtaine d'écoles professionnelles. Donc, tout le monde se réunit au CAI, donc ça fait beaucoup de personnes sur un espace très restreint. Voilà. Oui. Alors donc, par votre parcours de toutes les actions que vous avez menées, quelles sont vos plus grandes satisfactions, vos fonctions et quels sont vos regrets aussi? Eh bien, si on peut parler de satisfaction, c'est que les changements qu'on a pu faire au niveau de l'administration, au niveau des services qu'on a un petit peu réglementés, on a, disons, heureusement qu'on a eu un responsable des ressources humaines qui a bien fait son travail. Donc, je l'ai personnellement apporté tout mon appui pour la rédaction des termes de référence de chaque poste. On a refait l'organigramme, j'ai réorganisé l'administration. Le service fiscal aussi, on faisait un travail manuel au niveau de la fiscalité pour émettre les bordereaux pour le paiement des taxes, pour le paiement de la CFPB, contribution foncière des propriétés bâties. Maintenant, donc pendant un an, nous avons pu arranger tout ça, monter un système électronique où maintenant on peut émettre beaucoup plus de bordereaux et ça va permettre de relancer financièrement la mairie, puisque la mairie disons, travaille sur ses propres fonds. On ne reçoit pas d'allocation du gouvernement depuis 2 ans, donc pas d'allocation du ministère de tutelle. On travaille avec les fonds que nous disposons. Donc, nous avons quand même relancé et il y a ce travail de mobilisation fiscale qui est en cours, et malheureusement, le séisme est venu et a tout éclaboussé comme ça, puisque les maisons sont ou bien fissurées ou bien détruites. Toutes les maisons, on peut dire, sont victimes des réparations à faire. Même si votre maison reste debout, mais il y a quand même des petites corrections, des choses à faire. Et les maisons et les contribuables sont en train de nous demander un abattement fiscal, c'est-à-dire un rabais parce qu'il y a une crise économique, les maisons sont détruites, fissurées, tout ça. Donc, ça fait un coût à notre économie, aux finances de la mairie aussi. Donc, c'est vraiment dommage, mais le programme de mobilisation fiscale était en cours pour pouvoir améliorer les rentrées pour améliorer la mairie financièrement. Donc, on a fait on a modernisé le bureau, en ce sens qu'on a mis les ordinateurs, un serveur, tout le système est connecté, les services sont connectés entre eux, et c'est une satisfaction, et même les employés sont bien fiers d'avoir leur bureau maintenant, ils ont des ordinateurs pour faire leur travail. Le travail est électronique maintenant, donc c'est une grande satisfaction pour les employés, tant au niveau du service fiscal que du service comptable. Il y a le service de génie municipal également qui a reçu beaucoup de formations cette année et qui a reçu beaucoup d'appui et de formation, ce qui leur permet de mieux travailler. Parce qu'il faut reconstruire une ville et c'est avec des ingénieurs. Il faut accompagner la population. Ils sont toujours là avec les techniciens pour faire les visites en ville, pour accompagner la population dans les constructions. Même si vous n'invitez pas la mairie, on vient, on passe, on fait une supervision, vous construisez, on demande à voir vos plans et on donne l'appui conseil aux propriétaires et aux ingénieurs et aux autres ouvriers qui travaillent. Parce qu'il y a le code du bâti qui est en application en Haïti. Donc, les ingénieurs travaillent à ce que ce code du bâti soit respecté. On explique comment construire
pour que ce soit parasismique et paracyclonique. Donc, avec tout ça à l'interne, on a pu faire beaucoup d'améliorations. Mais il y a beaucoup de choses à faire. Il y a encore beaucoup de choses à faire, puisque pour gérer une ville, il faut avoir des outils, des équipements. Au niveau des cailles, on n'a pas d'équipement. On a certes des camions pour ramasser les ordures, mais c'est une ville plate. Il y a beaucoup de canaux, il y a beaucoup d'alluvions dans les canaux qu'il faut toujours nettoyer. Il faut toujours faire la mitigation des risques. Il faut toujours nettoyer pour éviter les inondations. Donc la ville est plate, on est toujours inondé à chaque pluie. Donc il faut toujours faire le curage des canaux et pour que l'eau puisse s'écouler, mais malheureusement la mairie n'a pas d'engin d'eau. Bon, on espère en trouver, puisqu'après le séisme, il y a certains bailleurs qui nous ont demandé nos priorités. Et là, c'était un besoin qu'on a identifié, c'est le besoin d'engin lourd, parce que la mairie doit avoir son propre automobile pour pouvoir bien faire son travail. Il faut avoir les moyens. On a les employés et les riverains, les citadins, ils veulent bien payer les taxes, mais nous devons avoir les moyens pour donner ces services. Et c'est vraiment une satisfaction puisqu'on a jeté les bases pour plusieurs autres projets, parce qu'on a pu identifier beaucoup de projets qu'on aura à faire. Maintenant, il faut aller chercher le financement. Donc, c'est vrai, le regret, c'est de ne pas avoir pu trouver de financement pour réaliser beaucoup plus de projets pour la population. On a besoin de marché. Donc, on se met en pleine rue, on expose ses produits, même le sol sur le soleil. On a besoin de construire des espaces de marché. On a besoin de construire une gare routière. On a besoin de construire des ponts. Il faut pouvoir. Toutes les rues ne sont pas asphaltées. Et pour les besoins de l'urbanisme, il faut agrandir d'autres rues. Quand on fait les lotissements, la ville s'agrandit, mais nous devons, au niveau de la mairie, accompagner vraiment ceux qui sont en train de faire les lotissements. Donc, tout ça, il y a beaucoup de travail à faire. Il y a encore beaucoup de travail. Bien sûr. Alors, on sait que le monde entier vit une grande crise sanitaire. Alors, donc, par rapport à cette crise de la COVID-19, quelle est la situation à Caille, et même particulièrement à Caille et en général en Haïti? Eh bien, la situation pour les cas, laissez-moi vous dire, ça tient du miracle. Ça tient du miracle. Les autorités, on se réunit avec la protection civile pour prendre des mesures, faire la sensibilisation. Et nous avons installé beaucoup de points de lavage des mains dans les zones de marché, dans les zones de gare routière où il y a beaucoup de monde. Nous avons mis beaucoup de stations de lavage des mains, beaucoup de pancartes, beaucoup d'affiches, beaucoup de distribution de cachetets, de masques. Et nous en avons distribué beaucoup et nous avons fait beaucoup de publicité ou bien alors, chaque institution, chaque zone géographique a quand même un média qui l'écoute beaucoup plus. On en a fait à la radio, on utilisait Soundtruck. Quand je dis Soundtruck, c'est un camion qui a un mégaphone qui, en public, qui passe dans les rues et qui donne un message. Donc, on utilise les Soundtruck, on utilise les pancartes, les affiches, les spots à la radio. On parle beaucoup de COVID. Et avec les réseaux sociaux aussi, sur les messages sur les téléphones, c'est beaucoup de photos, c'est beaucoup de sensibilisation, les points de lavage des mains. Dès qu'il y a une cérémonie, ou bien à l'église, ou bien des funérailles, ou bien une fête, eh bien, il y a toujours des points de lavage des mains et beaucoup de sensibilisation qui se fait. Mais, vous savez que ça tient du miracle. Quand on va en autobus, tout le monde est la distanciation, on respecte la distanciation dans les institutions, à la banque, ou bien à l'église, ou bien dans un bureau. Mais à l'église, quand il y a des funérailles, ou bien quand on doit prendre un bus, ou bien quand on doit aller au marché, là, vraiment, il n'y a pas de distanciation que l'on respecte. On se demande, est-ce que c'est le soleil qui nous aide? On se demande, est-ce que c'est parce qu'on fait cuire la nourriture tous les jours? Parce qu'il n'y a pas d'électricité, on ne peut pas conserver la nourriture. C'est chaque jour qu'on doit préparer la nourriture. Nous consommons les produits bio en Haïti, puisque l'igname, l'arbre véritable, la banane, ça vient de notre terre et il n'y a pas d'engrais pour faire pousser le riz local, il n'y a pas d'engrais pour faire pousser le manioc les véritables et tout ça. Nous consommons les produits bio et on les consomme à chaud. On est obligé on prépare à manger tous les jours en Haïti, 2 fois ou 3 fois. Autant de fois qu'on peut trouver à manger, c'est un plat chaud. On a
On n'a pas suffisamment d'électricité pour garder les repas au réfrigérateur et les réchauffer et les manger par la suite. Donc, est-ce qu'on va faire des recherches? Est-ce que c'est sur la qualité de l'alimentation? On ne sait pas. Est-ce que c'est le soleil? On ne sait pas. Parce que les gens vivent n'importe comment et la gestion des déchets n'est pas à son top niveau. Il y a toujours des coins sales dans les rues. Les bidonvilles, c'est toujours des espaces sales. Et l'accès à l'eau potable n'est pas au beau fixe. On peut dire qu'il y a une couverture de 50% pour la population de la commune. Ça va environ 50% pour la population, pour la couverture en eau potable. Donc, il faut se déplacer et aller à un point d'eau, à un robinet ou bien à un kiosque où on donne l'eau en public pour pouvoir s'alimenter. Donc, il faut des études pour savoir comment l'haïtien peut survivre. On consomme beaucoup de thé, les tisanes, ça c'est notre point fort. Tous les matins, c'est une culture, c'est culturel chez nous. Tous les matins, c'est le thé ou le café. Tous les Haïtiens, le thé ou le café, n'importe quelle tisane, ça fait l'affaire. On prend toujours du thé chaud le matin. Alors, il faut peut-être voir notre culture, notre façon de vivre, notre façon de consommer, et puis on vit au grand air. Et c'est ce qui nous a sauvés du séisme. C'est parce que les Haïtiens vivent au grand air. Donc, dès qu'il fait jour, il y a le soleil, mais tout le monde est dehors. Si on est à l'étroit dans sa maison, eh bien, tout le monde est au dehors, dans la rue, pour les activités, au marché. Et dans les maisons, il n'y a pas beaucoup de personnes qui restent dans les maisons parce que le séisme s'est produit à 8h29, 8h30 le matin. Et je pense que c'est parce qu'on vit particulièrement au dehors, sur la cour, la cuisine est au dehors, on fait la lessive, c'est sur la cour. Et tout ça, peut-être que c'est ça aussi qui nous a protégés. On vit au grand air et on mange beaucoup sous le soleil, en fait. Alors, avez-vous donc un contact avec les ressortissants de la région des Cayes qui sont à l'étranger, la diaspora des Cayes? Est-ce qu'il y a un apport de cette diaspora qui sont originaires des Cayes? Est-ce qu'ils apportent quelque chose à la région? Oui, bien sûr, après le séisme, pendant les réponses, donc là, c'était émotionnel. On a reçu beaucoup de support des Caïens de l'extérieur qui ont envoyé des kits alimentaires, qui ont envoyé de l'eau ou bien des articles non alimentaires qu'ils ont apportés à la population. Et vous savez qu'il y a également les transferts qui arrivent. Donc, il y a beaucoup de maisons de transfert. En fait, ça, c'est pour aider les familles. En fait, ça, c'est aide aux familles, ce n'est pas aide au développement. Pour l'aide au développement, je serais venir s'installer et faire son petit business ou bien créer quelque chose, exploiter les matières premières. On n'a pas vraiment beaucoup de... Est-ce qu'on en a? On a très peu ou bien on n'en a pas. Bien, ils sont peut-être mal connus, mais on n'en a pas, presque pas, d'institutions, ou à vrai dire, qui sont formées par les Caïens de l'extérieur. Mais il y a beaucoup de comités. Pendant que je suis là, j'ai pu prendre contact avec un comité de Caïens qui se trouve à Montréal, au Canada. Il y a un comité de Caïens qui se trouve à Jacksonville. Il y a un autre comité qui se trouve à West Palm Beach. Il y a beaucoup de comités qui travaillent, qui veulent emmener des investisseurs, qui veulent venir. Mais vous savez que la situation politico-sécuritaire n'est pas au beau fixe, donc tout le monde hésite vraiment avant de venir. Donc, avec les restrictions qu'on a, tout le monde a un petit peu peur de rentrer et de venir investir par rapport à la sécurité. Alors, donc, c'était donc l'émission Esprit politique. Nous sommes en chœur avec avec Madame Marie-Michel Sylvie Rameau, donc élue de la région des Cayes, qui est avec nous. Alors, avant de finir, on va vous demander quand même qu'est-ce que vous pensez d'un médium tel que la RPC, Radio Passion Culturelle, et peut-être un petit message aux auditeurs de cette radio. Eh bien, Radio Passion Culturelle, justement, j'ai eu la chance de découvrir Radio Passion Culturelle il y a la semaine dernière et encore cette semaine. Et en fait, j'exprime toute ma gratitude à Lydia, hein, qui permet à notre voix d'arriver jusque très loin. Quand on vit au CAI, on a tendance, on nous oublie. On nous oublie. S'il n'y a pas d'électricité, pour recharger son téléphone, pour écouter la radio, pour regarder la télévision, voir ce qui se passe ailleurs. On se sent seul dans ces déboires au CAI. Mais quand nos voix vont arriver plus loin, là, on sait qu'on peut avoir de l'aide. C'est un pays sous-développé, certes,
mais les richesses sont là, c'est à nous de les exploiter. C'est ceux qui ont étudié et ceux qui ont émigré vers d'autres pays peuvent revenir pour aider justement. D'après des études, on a démontré que presque 80% des cadres qui sont formés ont laissé le pays. Presque 80% des cadres. Donc, si vous allez à l'université, ou bien vous avez bouclé vos études secondaires, on a tendance à ne pas rester au pays par rapport à la situation sécuritaire, par rapport à l'économie, par rapport à beaucoup de choses. On a tendance à aller vivre ailleurs. Mais quand on vit ailleurs, on gagne un peu d'argent. Ce n'est pas seulement envoyer de l'argent à la famille pour les funérailles, pour un mariage, pour payer le loyer ou bien pour un cas de maladie. Donc, il faut revenir également pour investir. Alors, c'est pourquoi j'ai donné les pistes d'investissement possibles. Avec la gestion des déchets, c'est une piste à explorer. Les déchets sont là, on peut les transformer en électricité ou bien en compost ou bien, je ne sais pas, en biogaz, du gaz propane avec, on peut faire beaucoup de choses à partir des déchets. Il n'y a personne, c'est un champ qui est libre. Il y a la transformation des produits agricoles. Vous avez l'arbre véritable. C'est à gogo que ça se produit. Et quand vous cultivez le véritable, ça ne dure pas 24 heures. Et bien, ça tombe en pourriture et vous jetez. Donc, si on a une possibilité de conserver, de mettre en boîte, ou bien de faire des conserves avec ce qu'on a et qui se multiplient, hein, c'est à profusion qu'on a le véritable durant la saison. C'est à profusion qu'on a ça. Donc, c'est encore un champ à explorer, c'est venir goûter notre cuisine, c'est venir faire la pêche, venir faire une pêche industrialiser la pêche. Parce qu'il y a beaucoup de poissons, les nations poissonneuses, il y a beaucoup de choses encore qu'on peut faire. Donc, ce n'est pas seulement venir acheter et de la nourriture à manger et tout ça. Il y a nos produits qui sont bio également. Il faut venir faire les recherches également à cause de cette biodiversité qu'on a dans le sud. Dans le sud, il y a beaucoup de. On pratique l'élevage sur grande échelle. L'eau est disponible également. Dans les autres parties d'Haïti, les rivières sont asséchées peut-être 8 à 9 mois sur 12 et durant la saison pluvieuse, il y a de l'eau dans les rivières. Mais dans le sud, il y a toujours de l'eau 12 mois sur 12. Et moi, je vais avoir 60 ans et je n'ai jamais vu une rivière sèche. Il y a toujours de l'eau dans le sud. La rivière Lille, la rivière de Torbec, la rivière de Lacule, la ravine du sud, il y a toujours de l'eau, la rivière des Coteaux. J'ai fait les 18 communes pendant 10 ans avec les Nations Unies, à faire l'appui aux municipalités, à superviser des projets, à implémenter des projets. J'ai vu de l'eau dans toutes les rivières du département du Sud. Il y a toujours de l'eau. Donc, et si on tient compte de la main-d'œuvre, les Haïtiens ils veulent travailler, ils sont au chômage. D'après les statistiques, c'est plus de 60% au chômage. Donc, okay. Ils ont besoin de travailler. La main-d'œuvre est là, il y a l'eau, la mer est là, le soleil est là également pour créer de l'énergie. Le soleil est là. On a une année de soleil en Haïti. On voit le soleil tous les jours. Peut-être durant la saison pluvieuse, on peut passer 2 ou 3 jours sans soleil, mais c'est presque 365 jours de soleil qu'on a. Il faut exploiter ce soleil pour justement créer de l'énergie. On va vous dire merci, Madame Marie-Michel Sylvie Rameau. Et donc, un petit message pour nos auditeurs de la radio Passion Culturelle, notamment aussi la directrice, vous l'avez dit tout à l'heure tantôt, Lydia Antoine, qui est d'origine haïtienne. Nous faisons aussi le technicien Wilson, aussi, qui est avec nous, d'origine haïtienne. Et la plupart des auditeurs aussi, mais aussi comme c'est une radio qui est écoutée par tout le monde quand même. Hein. Donc, si vous avez un petit message pour nos auditeurs, avant qu'on se quitte. Eh bien, je dis merci à Lydia qui se fait notre ambassadeur pour porter la voix de la ville d'Eka et surtout une ville qui ne veut pas être oubliée, une ville qui a besoin de renaître de ses cendres après le séisme. Eh bien, chacune est invité à apporter sa participation, même pour sponsoriser un enfant qui a besoin d'aller à l'école, même pour sponsoriser l'achat d'une tablette pour permettre à notre culture, à notre éducation de continuer pour permettre à la ville de survivre. Et au moins, si vous voulez sponsoriser la reconstruction d'une école, même si ce n'est pas toute l'école, une salle informatique, le mobilier pour une classe de philo, une classe d'examen, eh bien, les directrices d'école, ils attendent le support pour pouvoir consolider l'offre scolaire, ils attendent le support de tous. Alors, chaque pierre apportée dans la construction de la ville d'Eka est importante pour nous. Chaque petite pierre est importante, ou bien vous l'apportez à l'éducation
pour une salle de classe ou bien pour un enfant que vous sponsorisez. Chaque petite pierre compte. Alors, nous comptons sur le support de chacun et de chacune pour aider à la ville d'Ecailles de renaître. Quand la ville renaît, quand la ville va bien, tout le monde va bien. Mais quand la ville va mal, eh bien, tous les parents qui sont à l'étranger, c'est le monde qui va mal, c'est la délinquance qui va mal. Et quand on doit exporter la délinquance, c'est les bad people, ça va gêner toutes les populations environnantes. Mais quand on crée la vie, on crée un environnement acceptable, les autorités font de leur mieux pour créer l'espace vivable, pour maintenir l'hospitalité, pour maintenir l'accueil, pour que vous puissiez évoluer en toute sécurité et pour nettoyer la ville. Mais nous autres, en tant que citoyens, chacun a un devoir d'apporter de l'aide, d'apporter sa petite pierre dans la construction de la ville d'Ecailles. Nous ne voulons pas que l'Ecailles soit oubliée. C'est pourquoi je fais ce lobby, je parle toujours de la ville d'Ecailles, tant aux États-Unis qu'en Europe, surtout avec Lydia. Et merci à Nixon aussi, qui fait un travail très important qui nous permet d'arriver très loin. Merci à chacun et à chacune. Et la ville d'Ecailles attend votre participation. Je suis joignable sur WhatsApp. Le code d'Haïti, c'est 509, mais mon téléphone, c'est 37 48 28 69. 37, et éventuellement un lien pour ceux qui veulent faire des dons. Mais je suis joignable sur le téléphone, justement, et par WhatsApp, pour ceux qui veulent et justement me contacter. C'est pourquoi j'ai donné le numéro de téléphone qui est également sur WhatsApp. Ok, ben merci beaucoup, Madame Marie-Michel Sylvie Rameau, élue de la ville d'Ecailles. Donc, c'était un plaisir voilà, d'avoir échangé avec vous sur la radio Passion Culturelle. Merci et à très bientôt dans l'émission Esprit Politique, une fois par mois, voilà, sur cette radio. On dit merci à tous ceux qui nous ont écoutés et à très bientôt. Merci à vous. À bientôt. Ok, ben écoute, c'est bon. Hein? Oui, écoute, oui. Merci beaucoup. Merci, Madame le maire. Ce fut un plaisir. Merci beaucoup. Merci, Simplice. Okay, très belle émission, encore une fois. Et merci, Wilson. Wilson, c'est bon? Ok. Merci, ben, écoute, Lydia. à bientôt. Oui, merci, Madame Rameau. Alors, à très bientôt. À bientôt. À bientôt. Okay, merci, Wilson. D'accord. Ok, Wilson, thank you. Wilson, ok, donc j'attends le fichier. Ok, merci. À bientôt. Okay. D'accord, à bientôt. Merci beaucoup. Ok, bye. Bye bye, merci. Bye.